tous! Donc, Bonjour. bienvenue sur Auteur en live. Donc, première interview depuis un long moment déjà. Mais nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et tu devrais mettre de la musique en fond sur le début pour l'attente du live, un truc libre de droit. En fait, c'est le cas, sauf que si je lance, on entend nous qui discutons en off. Et il faudra que je trouve un moyen de bidouiller ça. Mais je suis d'accord avec toi. Alors du coup, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tout simplement découvrir le livre de Lynn de Bruni, c'est bien ça? C'est comme ça que ça se prononce? Nice, oui. De Brunis, du coup. Et, euh, et du coup, bah Lynn, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis Lynn de Brunis. J'écris sous pseudo euh, parce que c'est plus simple pour moi en tout cas et pour ma famille. J'ai écrit depuis fort longtemps. J'ai édité 24 livres et d'autres ne le sont pas. Ce sont essentiellement des biographies qui ont été écrites. Voilà, j'ai un certain âge, tous mes cheveux blancs. Je suis grand-mère de 10 petits-enfants. Euh, voilà, je ne sais plus trop quoi vous dire en réalité. Alors, je viens vous présenter Rupture, qui est l'avant-dernier né de mes livres. Euh, Est-ce que vous voulez que je vous en fasse un résumé? Vous pouvez. Je peux. Donc, Rupture, euh, il est inspiré d'une citation que j'avais trouvée qui disait que il y a des moments dans l'existence où il est préférable de ne pas se confronter à la réalité, de renoncer à sa lucidité, tant l'une et l'autre sont cruelles. Voilà. Donc j'étais partie de cette idée-là et j'ai fait un lien avec une des étudiantes que j'avais eues en cours il y a un certain temps déjà, qui fuyait sa famille euh, en, en Australie. Elle cherchait un stage en Australie pour éviter la pression familiale qui était très forte. Et elle a fait que fuir en réalité, jusqu'à un moment où elle a fait face. Elle a fait face à ce qui lui arrivait, elle a pris des décisions clairement elle est devenue adulte. Alors c'est une jeune femme qui n'était pas sotte, hein, elle venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur agro, euh, elle était d'un milieu plutôt aisé et elle a fui tout ça pour se retrouver dans une ferme en Australie. Voilà. Donc c'est tout ce processus, c'est les raisons pour lesquelles elle a fui, toutes les ruptures qui sont arrivées, mais à chaque rupture, une page nouvelle s'est tournée et elle a rebondi, elle a su rebondir. Voilà, c'est donc l'essence de ce livre. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de la littérature? Dans le monde de la libération, De la euh, littérature. de là, pardon, Littérature. dans le monde de la littérature, euh, moi j'aimerais bien qu'il soit plus facile d'accéder à la publication parce que, bon, moi je suis auto-éditée depuis 2 ans seulement parce que je gardais mes bouquins, ce sont mes enfants qui les ont auto-édités et qui m'ont mis un peu devant le fait accompli. Parce que je ne voyais pas très bien qui ma littérature pouvait intéresser. J'ai toujours écrit essentiellement, j'avais des idées, donc je les mettais sur papier. Il s'est avéré qu'à un moment de ma vie, mon mari était parti pour des raisons professionnelles, donc je me suis retrouvée avec les 6 enfants à la maison et le soir j'écrivais parce que c'était une façon aussi de sortir de mon quotidien. Donc j'ai quand même pas mal de choses. Euh, mais j'ai toujours pensé que c'était très compliqué d'être édité, d'être entendu. Euh, voilà. Et puis, c'est arrivé que c'est une réalité. Donc, je me suis rabattue sur l'auto-édition. Enfin, en tout cas, mes enfants m'ont rabattue sur l'auto-édition. Alors, ce qu'il faudrait changer dans la littérature, c'est peut-être l'accès aux auteurs à la publication.
avec, bien entendu, j'entends qu'il y a des choix à faire, j'entends qu'il y a des sélections à faire sur la qualité, sur le talent, sur les histoires, sur l'écriture elle-même. Mais ça demeure quand même un monde très fermé. Si on n'a pas un nom, si on n'a pas vraiment, si on n'est pas porté par quelqu'un ou une société, enfin, c'est très compliqué d'accéder, de se faire entendre. Et de quel auteur s'inspire ta plume? Pardon? De quel auteur s'inspire ta plume? Alors, mes auteurs, je suis très éclectique, je lis pas mal, je documente toujours beaucoup mes livres, c'est-à-dire que je prends un grand plaisir à la recherche, à, à- à- à apporter quand même des contenus, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient géographiques, qu'ils soient sociologiques, qu'ils soient médicaux quelquefois. Euh, je documente beaucoup, alors je lis énormément de choses très diversifiées. En tant qu'auteur, j'aime bien D'Ormesson. Euh, je ne sais pas si j'ai vraiment un auteur particulier qui m'intéresse et qui m'inspire. Il y a des livres ou des thématiques qui font écho chez moi. Voilà. Donc j'ai des grands livres au fil de ma vie, des livres qui m'ont inspiré, que j'ai relus plusieurs fois. Voilà. Mais je n'ai pas un auteur en particulier ou deux ou trois auteurs en particulier qui sont source de réflexion. Quel est ton objectif littéraire? Mon adjectif, Objectif. mon objectif, pardon. Euh, alors, j'ai eu une vie très riche parce que j'ai rencontré énormément de gens. Dans le cadre de mes activités professionnelles et dans le cadre de l'accompagnement de mon mari finalement, qui sont des sources d'inspiration. Un des derniers livres qui a été primé, c'est Jurgis. Enfin, il n'a pas été primé, il a été nominé, mais pas primé. Récemment, c'est une biographie, la biographie de quelqu'un de vraiment extraordinaire. Donc, je m'inspire de mon environnement. Voilà. Donc, j'écris des histoires arrangées à ma sauce, mais qui s'inspirent toujours de faits réels. D'accord. Et du coup, une phrase pour convaincre le lecteur d'acheter ton livre. Ouf, je sais pas quelle phrase en particulier peut convaincre quelqu'un. Je crois que c'est une histoire qui peut séduire. Ce sont des histoires qui peuvent séduire. Des idées supportées par les histoires qui peuvent éventuellement interpeller un lecteur. Mais une phrase achetez-moi, regardez, je suis la meilleure, ça ne me correspond pas du tout. Et maintenant, nous allons passer à la partie lecture. Alors la lecture, donc nous parlions de rupture. C'est une page qui est à peu près à la fin du premier tiers du livre. Alors la jeune fille elle part en Australie, comme je vous le disais. C'est une histoire à peu près vraie, puisque je l'ai un peu adaptée à ma sauce. Elle part en Australie, elle devient babysitter chez un fermier qui est dans le bush, un monsieur qui a sa petite sœur à charge, et elle est là dans une grande ferme pour s'occuper de la petite fille. Et elle est surprise parce qu'elle se voit opposer un déni de ce qu'elle est. Elle est ingénieure agronome, donc les fermiers, enfin les ouvriers agricoles la regardent arriver, elle est française, donc étrangère, elle est diplômée, ce qu'ils ne sont pas, elle ne cherche pas du tout à s'imposer puisqu'elle est là pour garder l'enfant. Malgré tout, ils font courir des bruits sur les liens qu'elle entretiendrait avec certains d'entre eux, etc., ce qui est absolument faux, et ça la pousse à partir. Voilà. Ça la pousse à abandonner finalement l'enfant à laquelle elle s'est attachée. Elle profite de l'absence du fermier pour reprendre l'avion pour retourner à Sydney. Donc après ça,
elle va finir, en fait, c'est la fin de la fuite finalement, parce qu'après ça, elle fera face à ce qui lui arrivera d'une manière beaucoup plus adulte, beaucoup plus réfléchie. Donc enfin, après 15 jours d'attente, le lendemain sera le jour de la récupération des courses à Sydney. Elle se lève très tôt, à 3 heures du matin, pour se rendre à pied jusqu'au hangar, son sac sur le dos et sa petite valise à la main après avoir laissé un mot à Karen dans la cuisine. Le pilote devrait partir à l'aube et elle ignore qui a été chargé d'aller à Sydney. Anne-Claire croise les doigts qu'il ne s'agisse pas de Fraser, Fraser étant le frère. Il s'est fait tellement rare et silencieux ces derniers jours qu'il pourrait bien ne plus être à la ferme. Épuisée par sa marche nocturne, elle se glisse derrière les sièges, à l'arrière de l'avion, et bien que mal assise, elle ne sortira de son coin que lorsque le pilote sera parti au supermarché. Elle a à peine le temps de s'installer que la porte claque et le moteur lancé. L'avion décolle, elle commence à avoir mal au dos, mais ne veut pas être découverte. Elle s'astreint à ne pas bouger, à éviter de penser et à ne plus sentir. Peut-être s'est-elle endormie, car le bruit plus fort du moteur et les tremblements de l'appareil la tirent de la léthargie dans laquelle elle avait sombré. Elle ne voit rien, mais elle a la sensation que l'avion est en descente. Ses suppositions se vérifient puisque l'appareil sort bruyamment son train de roue et atterrit bientôt un peu brutalement. Le pilote se gare, coupe le moteur et sort en claquant la porte. Anne-Claire entend des voix graves échangées et le silence retombe aux alentours après qu'une voiture ait démarré. Elle récupère ses affaires, quitte subrepticement l'appareil et se faufile à l'extérieur des barrières de l'aérodrome après avoir vérifié qu'il n'y a personne en vue. Elle a beau écarquiller les yeux, elle ne reconnaît pas le hangar de Sydney où elle était venue et ignore absolument où elle se trouve. La peur de l'inconnu la gagne, mais elle doit s'écarter de l'aérodrome et tenter d'accéder à une zone habitée. Elle ne voit personne aux alentours qui soit susceptible de lui indiquer le chemin. Elle se pousse à aller de l'avant sur la piste en terre rouge, se traînant avec difficulté sa valise pendant de très longues minutes. Elle met un pied devant l'autre et a très chaud sous le soleil. Elle ignore si elle marche depuis longtemps et ne se pose plus la question. Elle doit avancer. Elle a eu soif, mais maintenant elle ne sent plus rien. Elle a perdu la notion du temps et du réel. Elle titube de fatigue, la tête vide. Elle est si épuisée qu'elle ne sent plus rien et n'arrive même plus à formuler une pensée cohérente. Mais elle avance toujours, un pas après l'autre. Une sorte de bus débordant de monde la double en klaxonnant très fort et l'ensevelit sous la poussière. Elle sursaute. Le déplacement d'air la pousse. Elle chancelle et tombe sur le bas-côté. Anne-Claire a mal au bras. Le désespoir la submerge. C'est trop de solitude, trop de déception, de fatigue, trop de tout. Elle renonce à lutter, ferme les yeux pour éteindre l'aveuglant soleil et sombre dans une accueillante inconscience. Juste avant, à la suite de ce déni, elle ne s'alimentait plus. En fait, elle n'avait pas faim, donc elle ne mangeait pas. Elle s'est affaiblie sans s'en rendre compte. Et puis, une fois qu'elle a été très affaiblie, elle a décidé de partir. Donc, c'est la partie que je viens de vous lire. Après quoi, elle réagira. Elle est à l'hôpital, elle est réalimentée à l'hôpital et elle renoue petit à petit avec une amie, etc. Et elle reconstruit sa vie. Voilà. Donc, c'est une rupture qui a amené une reconstruction. D'accord. Alors, on va continuer du coup la suite des questions. Quel est ton projet d'écriture en ce moment? Est-ce que tu as un projet pour un futur livre? Alors, j'ai deux choses en cours. Le livre qui était une biographie, qui a été nominée mais pas primée, l'on m'a demandé d'en faire un roman. C'est-à-dire qu'il était trop personnalisé. En fait, bon, donc il n'y avait pas assez de romance dans cette biographie. Donc, je travaille à enrichir, enfin, à modifier un peu le texte biographique pour en faire un roman biographique avec des choses inventées pour le rendre peut-être plus abordable, pour rendre la personne peut-être plus humaine, parce que bon. Et puis j'ai un deuxième projet en cours. C'est un, ça s'inspire de faits, ben, de recherches contemporaines, mais c'est une fiction. C'est un monsieur qui, à la mort d'un couple de parents,
adopte, parce que c'était convenu ainsi, adopte l'enfant dont les gamètes avaient été modifiés par les 2 généticiens qui étaient ses parents pour en faire un enfant enfin très intelligent, susceptible de concurrencer des robots. Voilà. Donc c'est une pure fiction. Je m'amuse beaucoup parce que d'abord, je fais beaucoup de documentation et il y a des choses qui sont en cours, mais ça n'est pas encore, on peut pas encore rencontrer d'enfants porteurs de gamètes modifiés, de l'intelligence. D'autant plus que l'intelligence, heu, c'est pas un problème c'est pas un problème ni d'ADN, ni de neurologie, ni même de gamètes. En fait, ce sont des hormones qui permettent à connexion neuronale de se faire plus rapidement, c'est tout. Voilà, donc c'est un livre qui appelle un peu à la technique et complètement à la romance et complètement à l'imagination puisque, ça n'existe pas. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'écriture ou qui souhaitent se faire éditer de manière générale? Alors, conseils, je me garderai bien de donner des conseils parce que je suis pas suffisamment chevronnée, en matière de non pas d'écriture parce qu'en écriture, j'écris depuis longtemps donc, j'ai ma plume, enfin j'ai mon style, mais je crois il faut s'entourer. C'est ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps parce que c'est ça d'abord, internet n'existait pas, n'a commencé à exister qu'à la deuxième partie de ma vie finalement ou pas loin. J'ai commencé à travailler avec internet, et des bibliothèques américaines en 1986. Voilà. Donc, après tout a été beaucoup plus vite, j'avais déjà de l'informatique à la maison avant, mais tout a été beaucoup plus vite et puis maintenant on a ChatGPT, on a et cetera, ça va aller encore plus vite. Alors mon conseil, c'est de ne pas rester seul. Heu, je crois qu'il y a de plus en plus de clubs, comme le vôtre d'ailleurs, qui sont supposés donner des retours sur les écrits et moi, c'est ce qui m'a énormément manqué. J'écris au fil de l'eau, enfin je corrige, je fais beaucoup de recherches, je les intègre et cetera, mais je ne sais jamais si c'est bon. Heu, j'ai des critiques, je donne des bouquins à lire à des chroniqueuses qui me font toujours des retours, dithyrambiques. Super bon, mais il y a jamais de critique négative et je me dis que c'est pas possible. Si j'étais aussi bonne, ça se saurait. Donc je sais pas comment, améliorer ni la plume, ni le fond, ni la forme en fait, et je crois que, pour avoir rencontré des auteurs le week-end dernier, c'est ce qui manque à la plupart d'entre nous, c'est que nous écrivons, mais nous ne savons pas, comment c'est reçu réellement. Enfin, je veux dire, ça peut plaire, mais, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est suffisamment bon? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Quoi? Dans le fond et dans la forme et voilà, ça c'est un manque. D'accord. Mais c'est vrai que pour le coup, la bêta lecture est quelque chose de très important. Et Oui, parce que au final, c'est ça, c'est la bêta lecture. Et pour le coup, c'est essentiel pour un auteur en fait d'avoir des retours. Parce que bah, au final, sans retour d'un bêta lecteur, ce que vous avez, c'est un premier jet. Vous pouvez le retravailler, mais il y a des choses que vous ne verrez pas, qu'un bêta lecteur verra. Et c'est la raison en fait pour laquelle il faut que votre bêta lecteur soit honnête avec vous. C'est-à-dire, ne voilà, prenez pas votre maman. Votre maman, elle c'est vous c'est dira toujours, c'est magnifique, c'est incroyable ce que tu fais, il n'y a aucun problème avec tout ça, c'est magnifique parce que c'est toi qui l'as fait et que t'es mon enfant et que je veux pas te décevoir. Non. Un bêta lecteur, il doit dire, là, il y a un souci. Là, il y a un ouais. véritable souci, je ne comprends pas ce qui se passe, tu dois corriger ça. Oui et c'est un peu voilà, j'ai donc des lectrices qui sont absolument adorables, hein, qui sont des jeunes femmes parce qu'il n'y a pas de messieurs, enfin en tout cas dans l'environnement, dans mon environnement à moi, je n'ai que des jeunes femmes absolument charmantes qui sont toujours, très contentes,
de recevoir un livre ou enfin d'avoir un contact, elles me font toujours des retours formidables, qui font extrêmement plaisir à lire, mais qui me font pas avancer. Et quand je leur dis: «Mais critiquez, n'hésitez pas, allez-y, même si ça pique un peu, c'est pas grave, c'est qu'il y a une raison». Elles me dit: «Mais on n'a rien à dire». Bon alors, Effectivement, voilà. c'est compliqué de trouver de bons bêta-lecteurs. Et on va essayer, nous, dans Auteur en Live, justement, d'en avoir, que les bêta-lecteurs puissent, que nos auteurs puissent avoir des bêta-lecteurs dignes de confiance. Mine de rien, que quand ils te disent, ah bah je veux bien bêta-lire, qui te rendent bien à un moment donné quelque chose, parce qu'il y a ça aussi. Et Soit c'est des bêta-lecteurs qui te disent, tout est bien, nickel, il n'y a rien à modifier. Soit tu n'as jamais de retour et c'est tout aussi compliqué au final. Euh, Mais oui, c'est vraiment quelque chose de très important. Et notamment bah, pour corriger certaines incohérences, certaines tournures de phrases. Est-ce qu'il y a beaucoup de répétitions? Est-ce qu'il y a des choses alors incomprises au sein de l'écriture et tout ça? Enfin, alors bon, je m'attache quand même à relire moi-même plusieurs fois, et j'ai un logiciel, qui antidote? corrige alors j'ai Antidote, mais j'en ai un autre, aussi, qui corrige, les voix passives, qui corrige, les répétitions, qui corrige, voilà certaines choses, les phrases trop lourdes, enfin et cetera, elles sont surlignées, alors ça m'oblige à retravailler. Donc les textes, sont relativement écrits, enfin, à peu près correctement, en tout cas compréhensibles, il y a pas de choses redondantes, il y a pas de redondances qui ne sont pas voulues. Hem, je crois que c'est à peu près correctement travaillé sur l'écriture, hein, je parle de l'écriture. Les histoires sont toujours, très cadrées, c'est-à-dire que je travaille un peu, je suis un peu jardinier, c'est-à-dire que j'écris d'abord 100 pages, mon histoire, et ensuite je la complète, par des descriptions, par de l'analyse, des sentiments, enfin bon voilà, et donc ça finit par faire des livres d'à peu près 300 pages, 350 pages, pas beaucoup plus. D'accord. Mais je pars toujours d'une centaine de pages rédigées, et puis ensuite je reviens et j'augmente mes chapitres. Oui, du coup, il y a 100 pages qui racontent vraiment l'histoire C'est l'histoire aboutie. et vous brodez un peu autour. Voilà, ensuite, oui, j'amende, je corrige, certaines choses, mais la logique est là, la compréhension de l'histoire est là, même quand il y a pas mal de personnages, chacun est bien à sa place, tout est bien carré, enfin, heu et pourtant, j'écris sous le coup de l'inspiration les premières 100 pages, hein. Elles sont vraiment au fil de l'eau. L'histoire se construit, je ne pars jamais avec une idée, je suis incapable en fait, alors que j'étais très carrée dans mes cours, je je suis incapable d'écrire une histoire à partir d'un plan, de faire le plan d'une histoire qui n'existe pas. Voilà, je pars toujours sur 100 pages au fil de l'eau, et puis ça se met en place petit à petit. D'accord. Alors du coup, nous allons passer aux parties questions du chat et tout ça. Donc moi, on va continuer à discuter avec Lynn, à parler de sa manière d'écrire, de ses romans et tout ça. Mais si vous, dans le chat, vous avez des questions à poser à Lynn, que ce soit sur le livre, pareil sur sa manière d'écrire, sur vraiment Lynn de manière générale, n'hésitez pas, si vous avez même des questions sur la littérature, si vous avez des questions vraiment enfin, que vous pouvez poser que vous voulez poser pendant ce live, c'est le moment. N'hésitez pas.